Et c'est la seconde partie de notre débat consacré ce soir à ce rapport John Chilcot sur l'intervention britannique en Irak en 2003. Je vous le disais, un rapport sévère qui met en cause notamment le Premier ministre britannique d'alors, Tony Blair. Le pays a envahi l'Irak, dit ce rapport, sans avoir épuisé toutes les options pacifiques et sans préparation face aux conséquences. Tony Blair qui a immédiatement réagi à ce rapport. On écoute tout de suite le Premier ministre britannique. Il était en poste, je le rappelle, entre 1997 et 2007. Certains affirment que le renversement de Saddam Hussein est à l'origine du terrorisme au Moyen-Orient et qu'il aurait mieux fallu le laisser au pouvoir. Je ne suis pas du tout d'accord. Saddam était lui-même à l'origine de la terreur. Il était une menace pour la paix et pour son propre peuple. Le rapport est clair, il n'y a pas eu de mensonge. Le Parlement et le cabinet ne nous ont pas induits en erreur. Il n'y avait pas de volonté secrète d'aller en guerre. Les renseignements n'ont pas été fabriqués et la décision a été prise de manière intègre. Le monde était et est toujours, à mon avis, meilleur sans Saddam Hussein. Antoine Basbous, cette intervention américano-britannique, est-ce qu'elle a changé ensuite le cours des choses? Est-ce que le va-t-en-guerre, est-ce que c'est fini? On a pu le voir par exemple sur le dossier du nucléaire iranien. On a privilégié durant 10 ans les négociations. On a vu Barack Obama ne pas intervenir en Syrie alors qu'il avait fixé cette ligne rouge sur les armes chimiques. On voit aujourd'hui Américains et Britanniques qui refusent aussi d'envoyer des hommes au sol. Est-ce que tout ça c'est lié à cette intervention en Irak? Les interventions en Afghanistan et en Irak ont créé une guerre d'usure. Ils ont épuisé les Occidentaux qui s'ajoutent à ce qu'ont fait Al-Qaïda et puis maintenant Daesh. Donc il n'y a plus de ressort, il n'y a plus d'envie d'aller se mêler, surtout dans les conflits dans le monde musulman. Ce que nous avons découvert en 2003, c'est l'ignorance des Occidentaux de la société irakienne. Quand Paul Bremer arrive, il était le super représentant de Washington. Qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'armée et la police. Il jette 600 000 familles dans la rue sans avoir les 460 000 hommes, selon les normes de l'OTAN, pour les envoyer tenir le terrain. Au lieu de faire un coup d'État, c'est-à-dire évacuer les dirigeants de l'armée et de la police et retourner l'appareil au profit des Américains et de la coalition pour maintenir le pays en marche, eh bien, il a dissous le pays et de ce fait, il s'est tiré une balle, non pas dans le pied, mais dans le cœur. Aujourd'hui, c'est cette ignorance-là qu'il faut regarder, parce qu'il n'était pas dit forcément que ça devait conduire à l'échec. Mais en se comportant avec cette approche idéologique, en pensant que les Irakiens allaient applaudir l'arrivée des Américains, eh bien, c'est là où se trouve la majeure erreur et la source de l'échec. Oui. Général Trinquant, s'est posé aussi la question dans ce rapport du problème du pas de nation building, c'est-à-dire on ne pense pas à l'après-guerre. On intervient, on ne pense pas à l'après-guerre. Est-ce que là, on a le sentiment par contre qu'on n'a pas retenu là, certaines leçons? Si on voit le cas par exemple de la Libye, voilà que les Britanniques remettent le pied quand même dans une guerre, ils bombardent la Libye aux côtés des Français. Oui, aux côtés de nos amis français. Je ne les oublie pas, en l'occurrence. Et ils repartent. Oui, alors, ils repartent et le pays est nouveau, comme l'est aujourd'hui l'Irak, en plein chaos. Mais les deux cas, pour moi, sont très, très différents. J'appuie tout à fait ce qui vient d'être dit sur l'action de M. Brenner. Gagner, je me souviens à l'époque, nous disions, gagner la guerre, l'armée américaine, pas de problème, elle sait le faire. Gagner la paix, ça, c'est une autre affaire. Et la planification des militaires américains de l'époque, il faut le rappeler, était complètement différente de ce qui a été décidé par l'administration Bush. Et donc, ils ont déployé moitié moins de moyens que ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'ils ont gagné des batailles, mais ils n'ont pas été capables de construire la paix, et en particulier en détruisant l'État irakien et toute l'administration irakienne. La Libye, je pense que le cas est un peu différent, parce qu'effectivement, on a tué aussi un dictateur, certes, mais on oublie un peu qu'en 2012, juste après cette destruction, il y a eu une constitution, il y a eu des élections, tout ceci s'est mis en place. Le problème, c'est que d'un seul coup, en 2012, les Britanniques comme les Français, je rappelle qu'en 2012, il y avait des élections en France, tout le monde a laissé tomber les Libyens. Et les Libyens se sont trouvés devant... Donc là, il y a une responsabilité française aussi. Ah ben, bien sûr, parce que je rappelle que le gros problème, c'est la restructuration des armées. Ce sont les Libyens
qui, les armes à la main, ont fait le combat, aidés bien sûr par les Français, les Britanniques et les Alliés qui ont bombardé. Mais ce sont les Libyens au sol qui ont combattu. Or, qu'est-ce qu'on a fait après ? Eh bien, au lieu de les réorganiser en armée qui permettait de soutenir un gouvernement, on les a laissés en milices. Et on a payé individuellement les milices. Moi, je suis allé à Tripoli et c'était absolument aberrant. Il n'y avait aucune armée, il y avait des milices partout qui se sont habitués à cet état de fait et qui, les armes à la main, ont gardé le pouvoir. Et donc, les élus ont perdu tout le pouvoir qu'ils avaient conquis par les urnes pour le laisser à des milices qui, depuis, n'arrêtent pas de combattre à droite et à gauche. Et aujourd'hui, on le sait bien, la difficulté en Libye, c'est qu'il y a deux gouvernements, d'arriver à la réunir. Et puis en plus, il y a Daesh qui s'est introduit dans le cirque, si j'ose dire. Donc ça complexifie un peu le truc. Mais je pense qu'effectivement, le problème qui est que la planification doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire inclure la paix, la construction du pays après. Ce qui n'a pas été fait ni en Irak, ce qui n'a pas été fait également sur la Libye. Paul Thompson, je voudrais que vous réagissiez à ce tweet, pas celui-ci, celui qu'on a vu, si vous le voulez bien, précédemment, et qui pose justement la question de Tony Blair. Est-ce que Tony Blair doit être jugé, selon vous, par la CPI, par la Cour pénale internationale ? Non, certainement pas. Je pense qu'il a agi en tant que Premier ministre d'une grande puissance. Quelqu'un qui a une position comme celle-là a des décisions très difficiles à prendre et on ne peut pas... Mais il est quand même à l'origine de milliers et de milliers de Oui, il y avait plus de 150 000 civils, surtout des civils, qui ont été tués. Est-ce qu'il ne doit pas être jugé ? Qui va le juger, dit cet internaute ? Et si c'était un président africain, on l'aurait traîné jusqu'à la Cour pénale internationale. Un mot, Adel Bakawan, quand même là-dessus. Je ne pense pas que ce soit exact. C'est une affirmation un peu rapide, je crois. Mais il y a ce sentiment-là, souvent, chez les Africains, justement, qu'on traîne certains de leurs chefs d'État qui les ont entraînés dans des guerres. Je comprends ce et que sentiment. Ce n'est pas le cas, en tout cas, qu'on ne voit jamais de chefs d'État ou de chefs de gouvernement occidentaux pour revenir à votre question de savoir si nous avons appris les leçons. Oui, vous avez raison, il vaut mieux vite passer en effet. Je pense que Barack Obama les a appris. C'est judicieux. Mais les pays occidentaux dans leur ensemble, je n'en suis pas persuadé parce que leur politique en Libye et en Syrie est quand même très interventionniste. Et même s'il y avait une bonne volonté en Libye, il y a quand même des conditions aujourd'hui qui sont consternantes pour le moins. Adel Bakawan, sur le fait de juger Tony Blair, un mot quand même. Oui, un petit mot. Mon petit mot, c'est que je ne suis pas un homme politique pour porter un jugement. Oui, mais vous, en tant qu'Irakien, vous avez vu votre peuple en souffrance, ou vous avez vu des milliers de personnes mourir. Est-ce que vous voulez quand même que justice soit rendue ? Je finis ma phrase. Je ne suis pas un homme politique pour porter un jugement, mais je pense un homme politique doit à tout moment clarifier sa position, ses décisions, sa politique, et que vous avez tout à fait raison, on ne doit pas appliquer le principe du point et de mesure. Si un chef d'État africain prend une décision, n'importe, à tout moment, il est jugeable, mais pas un homme blanc occidental. Mais, je voulais juste rajouter une petite clarification par rapport à cette guerre. Faire la guerre sans préparer un projet politique. Personnellement, je pense que ce qu'on a fait avec l'Iran, c'est une très bonne stratégie. Ce qu'on a fait avec la Syrie, c'est une très bonne stratégie. Mais ce qu'on fait aujourd'hui en Irak, la guerre contre Daesh, c'est une très mauvaise stratégie. Pourquoi ? Parce qu'on répète exactement, littéralement, lettre par lettre, ce qu'on a fait avec Saddam Hussein. Autrement dit, notre objectif, c'était quoi ? C'était chasser Saddam Hussein de Bagdad, débassifier l'Irak, finir avec le régime de Saddam Hussein sans préparer l'Irak de demain, c'est-à-dire un Irak politique qui englobe tout le monde. Alors aujourd'hui, dans le territoire contrôlé par Daesh, c'est l'organisation terroriste par excellence, que les choses soient claires. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on est parti, 80 pays sont entrés en guerre contre Daesh. D'accord, très bien. Mais quel est le monde après ? Comment il sera le monde après Daesh ? Aucun projet politique, ni de la part des pays européens, ni de la part des pays de la région, ni de la part des... Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires qui seront recontrôlés par, je ne sais pas moi qui. Est-ce que par le gouvernement irakien? Le gouvernement irakien n'existe pas. Par la mobilisation chiite, la mobilisation populaire chiite, ce qu'on appelle Hashd al-Sha'bi, il n'y a pas une grande différence entre Daesh et la mobilisation populaire qui commet des génocides. Je mesure, même moi, des génocides contre les sunnites en Irak. Enfin,
Je pensais que c'était acquis qu'il fallait une autorité sunnite reconnue par les gens de ces régions, sinon ça ne marcherait pas. Antoine Basbous, quand même pour rebondir sur ce qui est dit Adel Bakawan, finalement, est-ce qu'aujourd'hui on fait encore cette erreur en intervenant militairement, en tout cas de manière aérienne, en apportant appui aux forces irakiennes, mais sans projet politique pour l'Irak de demain? Il n'y a pas aujourd'hui de projet politique pour l'Irak de demain? Non, l'Irak est voué à être partagé en 3 morceaux. Le Kurdistan qui a d'ores et déjà ses frontières, le Sunnistan qui est en train d'être grignoté à l'est, à Diyala, à Bagdad, au sud, entre Bagdad et Karbala, à Jarf al-Sakhr, et sur la frontière avec l'Arabie. Et donc, il y aura 3 entités d'ici 5 à 10 ans maximum. Mais ce qui me sidère dans tout ça, c'est le manque d'intelligence des Occidentaux. George W. Bush, il a fait la guerre aux talibans. Il les a chassés du pouvoir et à Saddam Hussein. Il a de ce fait offert un cadeau inimaginable à l'Iran. L'Iran s'est débarrassé du jour au lendemain de ses 2 ennemis régionaux, l'un au nord, l'autre à l'ouest. Et puis maintenant, s'agissant de la Libye, M. Obama ne fait absolument rien pour prendre son téléphone et appeler l'émir du Qatar, l'émir des Émirats arabes unis et le président turc pour leur dire « arrêtez de vous ingérer » à 4000 km de vos frontières. Parce que finalement, il y avait un processus en Libye, il y avait des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Qatar et la Turquie ont soutenu les islamistes parce que le résultat des élections ne leur convenait pas. Et de ce fait, les Émirats arabes unis ont soutenu les non-islamistes. Et de ce fait, ils ont animé une guerre civile au cœur d'un peuple, entre plusieurs tribus qui sont tout le peuple libyen est sunnite. Donc voilà, M. Obama n'a pas pris la peine de prendre son téléphone et dire à l'émir du Qatar « mais ne t'occupe pas de ça, le Qatar c'est un quartier de Tripoli ». Il n'a pas dit à M. Erdogan qui fait partie de l'OTAN « retirez-vous ». Ce que vous nous dites, c'est qu'il y avait quand même un nation building, il y avait quand même un plan finalement de sortie de crise pour la Libye qui a fonctionné en tout cas dans un premier temps. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des ingérences extérieures et que Barack Obama aurait dû finalement faire le gendarme. Le poigne de M. Obama qui dit à ses protégés, à ses alliés, revenez chez vous, laissez le processus avancer et laissons la Libye tranquille avancer. Sur l'Irak, justement, Général Trinquant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Adel Bakawan et ce que dit aussi Antoine Basbous, c'est qu'il n'y a pas de projet finalement politique aujourd'hui, on tape, mais il n'y a rien derrière. Oui, exactement. Je rappelle que la crise actuellement vient bien sûr de 2003 et de la destruction des bassistes qui, en fait, sont le noyau clé qui a créé Daesh et qui ont... C'est la colère des sunnites, c'est la colère des sunnites finalement. Oui, la colère des sunnites et l'organisation de l'État. Et de professionnels du renseignement et de la guerre souterraine qui existaient dans le gouvernement de... Qui ont été virés en masse. C'est quoi ces professionnels, pardonnez-moi? Les professionnels du renseignement qui étaient en Irak en 2003, lorsque la guerre a été gagnée par les Américains, pensaient rejoindre un gouvernement qui pouvait être mis en place s'il n'y avait pas eu débassification. Il y a eu débassification, ils se sont retrouvés à la rue, beaucoup se sont retrouvés en prison, ont transformé leur idéologie bassiste en idéologie salafiste et ont créé le noyau de Daesh qui a commencé bien sûr à prospérer en Syrie au moment du printemps arabe et puis qui est venu en Irak. Et tout ceci est dû à la position américaine qui a soutenu pendant bien trop longtemps le gouvernement chiite, exclusivement chiite, et qui maltraitait toutes les autres populations. Donc aujourd'hui... Le gouvernement d'Al-Maliki, oui, exactement. Aujourd'hui, la guerre est là. Alors, il y a du bricolage qui est fait. On retire M. Maliki, on m'en met un autre. Mais il n'y a pas une vision globale de ce qui pourrait être fait en Irak. Et donc, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on combat Daesh sans aller chercher dans le fond la recréation d'un État irakien. Il y a aujourd'hui quand même des sunnites au sein des institutions irakiennes, beaucoup plus qu'il n'y en avait à l'époque, non, Adel? C'est très marginal. C'est très marginal. C'est des sunnites qui ne représentent pas une base populaire, qui ne représentent pas la communauté sunnite. C'est des acteurs pour légitimer un scénario, mais moi je voulais juste dire, je reviens sur les 3 entités. C'est vrai aujourd'hui, les journalistes, les chercheurs, voire les diplomates nous parlent des 3 entités, Kurdistan, Sunnistan ou Chiistan en Irak. Mais le problème c'est quoi? C'est que la diplomatie occidentale n'accompagne pas ces entités. Ces entités s'imposent à la diplomatie occidentale. Je prends l'exemple de l'indépendance du Kurdistan.
Kurdistan. Oui, aujourd'hui, vous avez un Kurdistan avec une présidence, président Barzani, vous avez un gouvernement, vous avez une assemblée nationale, vous avez des députés, vous avez des ministères, vous avez une autonomie. Il n'y a rien qui relie le Kurdistan avec Bagdad, sauf le domaine monétaire. D'accord ? C'est le seul élément. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a 80 pays qui soutiennent militairement le Kurdistan d'Irak contre Daesh. Mais est-ce que ces pays accompagnent politiquement la construction de cette entité qui s'appelle le Kurdistan indépendant? Mais non, bien parce sûr que qu'il y a le problème de l'intangibilité des Et je voulais dire, c'est pareil pour la communauté sunnite, c'est pareil pour la communauté. Paul Thompson, je donne la parole à réécriture de toutes les frontières qui ont été établies par les Anglais et les Français à la fin de la Première Guerre mondiale ou pendant la Première Guerre mondiale et qui peuvent être critiquées. Mais le problème, c'est que si on commence à les détricoter, ça soulève toutes sortes de questions. La Turquie, par exemple, qui est un allié clé pour les États-Unis, en tout cas, dans la région, comme vous savez très certainement, je pense, est farouchement opposé à toute idée d'une entité indépendante Kurdistan. Ah non, Kurdistan, l'équation a changé, les rapports de force ont changé. Aujourd'hui, la Turquie d'Erdogan soutient fortement l'indépendance du Kurdistan d'Irak contre ses propres Kurdes. Oui. Contre ses propres Kurdes. À vrai dire, Daesh, c'est l'alliance entre les moustachus généraux de Saddam et les barbus du djihad. C'est ça, Daesh, c'est-à-dire c'est l'incarnation des sunnites actifs en Irak. Et à quoi nous assistons ? Nous assistons à une guerre civile régionale entre l'Iran et l'Arabie à travers les sunnites et les chiites, à l'échelle régionale. Et même dans cette guerre-là, ils instrumentalisent désormais les Kurdes d'Irak, au point que Soleimaniya est contre Erbil et Erbil soutient, laisse les pays du Golfe soutenir les Kurdes d'Iran pour déstabiliser l'Iran. Donc il y a une guerre civile régionale entretenue et par l'Arabie et par l'Iran. Le général Soleimani, on rappelle, c'est un Iranien qui a envoyé Le général Soleimani, c'est, à vrai dire, l'homme fort du Levant. C'est le commandant en chef des brigades Al-Quds, des passes d'Aran, et donc qui opère sur le en terrain Syrie et en Irak. Et c'est lui qui a lancé la bataille de Fallujah. Qui gouverne l'Irak à l'état pratique. C'est le pôle primaire iranien. Général Trinquant, quel avenir pour l'Irak selon vous, dans les années qui viennent? Alors, on voit l'organisation de l'État islamique qui recule, qui a perdu quand même 40% de son territoire en Irak. Est-ce qu'il y a un avenir qui s'ouvre, qui est un peu moins sombre que ce qu'on peut voir aujourd'hui? Alors moi, si vous voulez, je vois deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'ennemi de notre nation, la France, et c'est Daesh. Et la réduction du califat, c'est quelque chose qui est en cours. Le seul problème, c'est que quand le califat sera réduit, sera détruit entre la Syrie et l'Irak, il passe de ce qu'il a commencé à faire dans les guerres asymétriques, dans les attentats. Et donc, on a quelques années devant nous à lutter contre ce monstre qu'est Daesh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'Irak. Et vous avez raison. Je reprends toujours les paroles du chef d'état-major des armées, le général de Villiers. Gagner la guerre, c'est une chose. Gagner la paix, c'en est une autre. Et je pense Mais là, on en est loin quand même de gagner la paix, parce que les villes qui sont reprises, notamment la ville de Fallujah, ça a été vrai également à Ramadi, ce sont des milices chiites qui appuient les forces irakiennes et qui commettent elles-mêmes des exactions contre les populations. Non, mais je suis d'accord. Donc on est dans un cercle finalement... on prépare objectivement la naissance d'un futur Daesh beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent que Daesh qu'on connaît aujourd'hui. Il ne faudrait pas, par des objectifs de court terme, qui sont l'armée irakienne essentiellement chiite et les milices essentiellement chiites, vont reconquérir des villes sunnites parce qu'elles sont basculées du côté de Daesh. Ça, c'est des objectifs de court terme. Or, l'objectif de long terme pour l'Irak, c'est de reconstruire un État multiconfessionnel. Et pour ça, eh bien, il faut prendre le temps de réorganiser les armées avec des sunnites à l'intérieur, avec des chefs sunnites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec une coopération avec les Kurdes pour reconstruire un État. Mais ça demande de laisser, d'une certaine façon, Daesh dans son territoire le temps de reconstruire tout ça. Et ça, personne ne le veut, parce que tout le monde veut d'abord l'objectif à court terme qui est de détruire Daesh. Allez, la parole d'un Irakien pour terminer ce débat, Adel Bakawan. Moi, je pense que malheureusement, nous n'avons pas encore en Occident compris que l'État irakien est définitivement enterré, qu'on n'a pas
quelque chose, une entité politique qui s'appelle l'Irak, avec un gouvernement, une présidence, un territoire, un État-nation. D'ailleurs, on ne l'a jamais eu. On était dans un projet de construction de cet État, mais on l'a enterré. Et aujourd'hui, on n'a pas compris pour pouvoir accompagner le monde après Daesh. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, d'avoir parlé de cette intervention américano-britannique en 2003 et des conséquences aujourd'hui qui perdurent avec un pays, l'Irak, qui est toujours en plein chaos. On accueille tout de suite Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mercredi. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. On continue à parler ensemble de ce rapport John Chilcot qui accable Tony Blair et dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias britanniques, mais aussi dans les médias français. Le site du Monde évoque un rapport qui dresse un bilan désastreux de cette intervention britannique en Irak. Le Financial Times également a des mots assez durs. Après le Brexit, Chilcot, la Grande-Bretagne, a longtemps pensé qu'elle était capable d'enseigner au reste du monde comment gouverner. Par effet de rebond, elle risque une nouvelle crise politique. C'est assez pessimiste du côté du Financial Times. Le Guardian, lui, retient que les enquêtes ont conclu que les Américains et les Britanniques ont miné l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont fait pression pour intervenir alors qu'il y avait des solutions politiques, des alternatives pacifiques étaient possibles. Le Guardian, qui de très près regarde ce rapport et qui en appelle même à l'assistance des lecteurs parce que c'est un rapport très long et il leur demande s'ils veulent bien intervenir pour y jeter un coup d'œil et souligner ce qu'ils jugent intéressant. The Independent, lui, s'arrête un instant sur les familles des soldats britanniques qui sont morts, des familles qui veulent évidemment qu'il y ait des actions légales contre le gouvernement et s'il n'y en avait pas, il menace de conséquences politiques terribles. Toujours sur les réseaux sociaux, on retient évidemment cette phrase de Tony Blair qui constitue un petit peu sa ligne de défense. Le monde est aujourd'hui meilleur sans Saddam. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec lui, notamment du côté de l'Irak. Ce site, ou plutôt ce compte Twitter, celui de Channel 4, souligne surtout que ce qu'on reproche aussi à Tony Blair, c'est son suivisme aveugle à l'égard de George Walker Bush. Je serai derrière vous quoi qu'il arrive. Une phrase largement reprise par les médias britanniques. Des critiques, on en trouve aussi sur la twittosphère française. Le journaliste Georges Malbruno qui dit « Tony Blair dit encore avoir agi de bonne foi. C'est probablement, selon lui, ce qu'il y a de plus scandaleux dans ses propos. » Cet autre journaliste, cette fois-ci de Marianne, considère que que la seule arme de destruction massive, c'est finalement cette guerre qui a plongé la région dans le chaos. Et puis, il y a aussi, évidemment, quelques manifestations du côté de Westminster où on avait déployé des banderoles pour demander à ce que Tony Blair soit jugé. Il y a aussi cette femme, la sœur d'un des soldats, qui explique. C'est une phrase qui a largement été reprise par les journalistes britanniques. Tony Blair, c'est lui le pire des terroristes. Alors, est-ce que Tony Blair risque quelque chose, risque un jugement? Certains ironisent, comme Bahar Kim Yong-gur, qui sur son compte Twitter, Blair et Bush devant la Cour pénale internationale. Ah, pardon, la CPI, c'est juste pour les Slaves et les Africains. Et on a eu beaucoup de réactions justement d'internautes sur notre site, sur nos comptes Twitter et Facebook, justement, parce qu'on est très vus notamment en Afrique et qui ne comprennent pas, justement. Vous voulez dire un mot, Général Trinquant, pourquoi les Africains, eux, sont traînés devant la CPI? Parce qu'ils critiquent régulièrement la CPI. Je voudrais rappeler que les hommes politiques qui se passent devant la CPI pour crimes contre l'humanité, contre leur propre peuple. Côte d'Ivoire, Libye, Yougoslavie, et non pas par une guerre qu'ils mènent à l'étranger. Mais ce qui ne veut pas dire que la CPI ne pourra pas un jour juger probablement, mais ce que je veux dire, c'est que ou de gouvernement qui mènent des guerres dans d'autres pays. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la comparaison aujourd'hui ne s'applique pas.
C'est vrai qu'elle ne s'applique pas, mais en tout cas... Vous les défendez bien, vous les défendez bien, Général Trinquant. En même temps, on peut penser que ces critiques sont sans doute légitimes pour un certain nombre de tweetos. En tout cas, Tony Blair s'est excusé. Il y avait ce dessin partagé sur les réseaux sociaux. Apocalypse Now devient Apologize Now, une façon de dire que ces excuses n'effacent rien. Un dessin assez partagé aujourd'hui sur Twitter, mais déjà partagé depuis quelques jours avant même l'apparition de ce rapport Chilcot. En France, les fondeurs du Parti socialiste qui ne sont pas allés une fois encore, on a envie de dire, jusqu'au bout. Une fois encore, ils échouent à déposer une motion de censure et ça suscite pas mal de réactions ironiques parce qu'il ne manquait pas grand-chose. 2 encore. 2 signatures. 2, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple Yann Galu et Alexis Bachelet avaient voté pour cette motion la première fois et cette fois-ci... c'est eux qui se sont... Ils sont 4. Le site du Lab les désigne avec cet article. Voici les 4 députés PS qui ont signé la motion de censure en mai, mais pas en juillet. Alors ça suscite pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, d'autant plus que l'un d'entre eux, Yann Galu, avait tweeté ce message hier. Il appelle à la démission de Valls. Il ne soutiendra pas Hollande. Évidemment, pour beaucoup, il a un petit peu retourné sa veste et sur les réseaux sociaux, on avait des messages comme celui-ci, un frondeur, sa gueule, sa justicule, et puis c'est tout. Et ce sera le mot de la fin. A bougé entre-temps quand même. Merci, ce sera le mot de la fin. Frondeur, sa gueule, sa gesticule, et puis c'est tout. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Karim, pour cette